jusqu'en 2025, Paul Biya sera notre candidat. Parce que c'est lui que nous trouvons la meilleure personne au Cameroun actuellement pour conduire là-bas Cameroun. Le pouvoir n'est pas une affaire de... Et s'il décide de se retirer pour que dans le parti on trouve quelqu'un d'autre, nous allons vous dire une chose. Ils seront perdus. Jusqu'à date, vous dites si. Je vous dis que jusqu'à date, c'est notre candidat. Et il le sera. Nous allons le voter massivement pour qu'il finisse l'œuvre qu'il a commencée. D'accord, c'est lui qui nous propose un budget de... Je vois l'impact que ce budget ou cette prévision aura sur le quotidien des Camerounais. Alors la nature du budget, ce budget a trois natures. Moi je rentre dans le sujet. Il a une nature criminogène, il a une nature belligène et il a une nature régicide ou parricide. La nature criminogène, pour ceux qui peut-être ne veulent pas comprendre ça, la nature criminogène de la loi des finances qui arrive là. Criminogène veut dire que cette loi de finances va étendre le crime au Cameroun. Avec quoi? Plus d'impôts? Suivez-moi très bien. Ouais, Suivez-moi très bien. Criminogène, pourquoi? Parce qu'en fait, plus de taxes, ça fera peut-être... Les arbitrages que le président devrait faire, il ne les fait plus parce qu'il est fatigué. À 92 ans, notre culture nous impose de garder soigneusement nos personnes âgées. Pas de les faire travailler. C'est seulement dans le RDPC que je découvre que la discipline, la mentalité, c'est qu'à 92 ans, on dit non, c'est toi qui dois nous faire la loi de finances. C'est toi qui dois contrôler si les marchés publics sont bien faits. C'est toi qui dois... À 92 ans, le président devait être en train de dormir. Et tout le pays devait s'assurer qu'il est en bonne santé, il termine ses jours doucement, s'il a besoin de voyager, qu'on s'occupe de ses voyages, parce que nous n'avons pas été capables de le faire pour son prédécesseur. Aujourd'hui, toutes les dettes contractées, le trésor public, il est asséché. Il y a un problème, il faut rembourser la dette. Il faut la rembourser par une fiscalité d'oppression. Et malheureusement, quand il faut booster l'investissement, on ne booste pas. On renforce le fonctionnement. Le fonctionnement d'un gouvernement obèse 65 ministères. 65 ministères, la France sauf dans le 22-23, qui est une superpuissance internationale. L'Allemagne n'atteint pas 30, qui est la première puissance économique européenne. Nous sommes à 65 ministères. On vous affecte 70% du fonctionnement. Les BIS, les ceci, mais cela, mais je dis, ça fait que les priorités du budget ne sont pas les priorités de nature. Aucune région de notre territoire ne puisse afficher un taux d'exécution du budget d'investissement public supérieur à 50%. C'est ça. Le président a parlé, je crois qu'après le président... Le président parle, toi tu n'entends pas. Le président a parlé, c'est bon. Et je pense que quand le président parle, on n'ajoute plus rien. Monsieur, on vous dit merci d'être venu retour sur ce plateau donc, de libre expression avec nos invités. Au Parlement, la loi des finances 2025 était censée passer en plénière d'adoption ce dimanche matin. 7 317,7 milliards de francs CFA, le budget 2025. Quelques éléments clés de ce budget. Vous avez donc une augmentation de 39,6 milliards par rapport au budget de l'année dernière en valeur relative 0,5%. Et le budget général de 7250,8 pour revenir à ce qui est essentiel. Il est observé justement que la part qui est consacrée à l'investissement tourne autour de 33%, soit un peu plus de 1800 milliards sur les 7000 milliards du budget camerounais. Et la question est là, est-ce que la priorité est accordée à la consommation lorsqu'on sait que 33% seulement revient à l'investissement? Monsieur, le débat est ouvert. Je commence par Simon qui avait d'abord un pont qu'il voulait utiliser avant d'entrer pleinement dans le sujet. Le pont est une réaction par rapport à la première thématique. Oui, je voulais juste faire une petite conclusion avant de passer à ce nouveau thème. Je voulais dire que quand on vote, quand on choisit un candidat, on ne le choisit pas parce qu'il est jeune ou parce qu'il est vieux, mais c'est parce qu'on a la conviction qu'il va changer beaucoup de choses dans notre pays. Je ne vais pas
m'en opposer à pas parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais je voudrais faire remarquer à Elimbi Lobé que en 1982, le budget du Cameroun était de 524 milliards de francs CFA. 40 ans plus tard, il a été multiplié par, je crois, 13 ou 14. Et quand vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que c'est un pont en avant que nous avons fait. Vous allez vous rendre compte qu'en 1982, l'espérance de vie était de 47 ans. Aujourd'hui, il est de 61 ans pour les hommes et 63 ans pour les femmes. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait, à cette époque, 2/3 des personnes étaient dans les zones rurales. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ça veut dire que les villes ont grandi, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais comme beaucoup d'entre nous sommes aveugles à ne pas voir ce qui se fait, évidemment, on a tendance à faire ce que nous avons l'habitude de faire. Nous disons, nous, RDPC, nous qui sommes les zombifiés, comme on dit, nous disons que jusqu'à l'heure actuelle, jusqu'en 2025, Paul Biya sera notre candidat. Parce que c'est lui que nous trouvons la meilleure personne au Cameroun actuellement pour conduire là-bas au Cameroun. Le pouvoir n'est pas une affaire de... Et s'il décide de se retirer pour que dans le parti on trouve quelqu'un d'autre, nous allons vous dire une chose. Nous serons perdus. Jusqu'à date, vous dites si. Je vous dis que jusqu'à date, c'est notre candidat. Et il le sera. Nous allons le voter massivement pour qu'il finisse l'œuvre qu'il a commencée. D'accord, c'est lui qui nous propose un budget de 7317,7 milliards de francs CFA. Mais on observe que sur les 7317 milliards, juste 1863 milliards sont consacrés aux investissements. Quand vous dites juste, j'ai l'impression que... Soit 33%. Vous voulez minimiser cela. Non, il faut noter qu'il y a même eu un bond. Je crois que lors du conseil de ministres, le Premier ministre, avant la session budgétaire, parce qu'en 2024, le budget d'investissement était moindre, il était pratiquement... Oui, celui de cette année est en augmentation de 16%. Pratiquement de 20%. Oui. Donc, il fallait pour accélérer le développement, pour accélérer la décentralisation, il fallait évidemment que le budget d'investissement prenne une augmentation de 259 milliards de francs CFA par rapport au budget de l'année 2024. Tout à fait, parce que évidemment l'orientation du gouvernement, c'est davantage accélérer le développement, c'est-à-dire que tant sur le plan local que sur le plan central, il faut que les grosses œuvres finissent, il faut bien que la décentralisation s'accélère. Aujourd'hui, nous sommes à 7%, on a un peu légèrement augmenté, mais il faut aller... Est-ce qu'on accélère au développement avec cette enveloppe qui est moins importante que celle qui va payer les carburants, qui va commander les véhicules? Il faut noter ceci. En 2024, le budget d'investissement était celui qui venait des caisses d'État était de 1800 milliards, mais il y a eu 1600 milliards en plus qui venaient des crédits. Donc, ça veut dire qu'à côté de ce budget, il y a les crédits qui viennent pour l'investissement. On ne fait pas des crédits pour la consommation. Donc, la plupart des crédits sont pris pour l'investissement. Donc, à cela, ça veut dire qu'on peut dire en 2024, on a été pratiquement à plus de 3000 milliards d'investissement et avec un taux de réalisation de pratiquement 80%. Parce qu'en septembre, quand on faisait, on parlait de 40%, mais vous savez que après septembre, les choses s'accélèrent souvent. Et donc, nous pensons que, évidemment, le gouvernement est orienté vers le développement. Et donc, il ne s'agit pas d'un budget de consommation. Valérie Bessala est d'accord avec cela, que les 33% qui sont consacrés aux investissements, ça va, puisque tout à côté, il y aura probablement des crédits qui vont renforcer. Qu'est-ce que vous entendez par crédit? Parce que je crois que c'est un terme assez biaisé pour dire en fait l'endettement. Oui. L'endettement. Il faut être clair. Parce que quand vous dites crédit, c'est comme si nous allions prendre quelque part dans nos propres poches et non pas maintenant. Je pense que le budget tel qu'il est balancé n'est pas une création ou n'est pas une nouveauté. Cela a toujours été pratiquement ainsi. C'est-à-dire que le budget de fonctionnement a toujours été à près de 70-75% plus important que le budget d'investissement. Bon, maintenant, pour moi, ce qui m'intéresse dans ce budget, c'est les impôts, les taxes qui seront imposées. Moi, je pense que et vous avez le thème que vous avez donné, je crois que c'est la nature du budget, à moins qu'il ait changé. Oui. La nature du budget. Donc, c'est une déviation que celle à laquelle le RDPC veut nous amener. C'est-à-dire qu'on aille parler d'un fonctionnement, investissement. On ne veut pas savoir ça.
Le peuple veut savoir exactement. Mais le peuple veut savoir, puisque le peuple a entendu pendant longtemps dire par les pouvoirs publics qu'il faut resserrer, qu'il faut réduire le train de vie de l'État, mais lorsqu'on a un budget de consommation plus élevé, on a quand même l'impression qu'il y a une contradiction entre la volonté de réduire le train de vie de l'État et ce qui est consacré dans le budget. Est-ce que vous connaissez une seule année depuis 1982 où le budget d'investissement était plus important que le budget de fonctionnement? Non. Le peuple est donc habitué à ça. On va s'en contenter. C'est pour cela que le peuple, lui, il s'occupe juste de l'impact financier de leurs prévisions sur le commun ou son quotidien, c'est-à-dire les taxes. C'est ça qui intéresse le peuple aujourd'hui. Le peuple ne veut plus savoir. Le peuple sait que ceux qui le dirigent achètent des grosses voitures, ils ont des bons de carburant, ils élèvent le prix du carburant, ils ne veulent pas savoir comment vit le petit peuple, le panier de la ménagère. Vraiment, le peuple le sait. Le peuple camerounais a appris à vivre de lui-même, c'est-à-dire comme s'il n'était pas dirigé. Et d'ailleurs, c'est le cas, puisque les gens, ils sont aux mêmes endroits, ils font des gaffes. Personne ne les sanctionne. Donc le peuple se dit, chacun cherche son petit pain là où il se trouve en attendant que Paul Biya s'en aille avec ses amis. Donc ce qui intéresse le peuple, c'est que ce qu'ils font dans leurs prévisions budgétaires n'impacte pas négativement ou ne viennent pas aggraver la situation du peuple. C'est pour cela que votre sujet, moi, m'a intéressé. Dans la nature du budget. Et dans la nature du budget, je vois l'impact que ce budget ou cette prévision aura sur le quotidien des Camerounais. Alors la nature du budget, ce budget a trois natures. Moi je rentre dans le sujet. Il a une nature criminogène, il a une nature belligène et il a une nature régicide ou parricide. La nature criminogène, pour ceux qui peut-être ne veulent pas comprendre ça, la nature criminogène de la loi des finances qui arrive là. Criminogène veut dire que cette loi de finances va étendre le crime au Cameroun. Avec quoi? Plus d'impôts? Suivez-moi très bien. Ouais, Suivez-moi très bien. Criminogène, pourquoi? Parce qu'en fait, plus de taxes, ça fera peut-être plus de rentrées pour eux. Et donc, ça va gonfler davantage aussi leur poche, puisque nous savons qu'ils travaillent pour eux-mêmes. Ça, c'est la théorie qu'il faut savoir sur la nature criminogène. Le président de la République, c'est pas moi qui ai inventé. C'est leur champion, qui les a appelés en 2008 des criminels économiques, des bandits à col blanc et des inertes, des apprentis sorciers. Donc, et d'ailleurs, le code pénal sanctionne les crimes économiques. Donc si vous avez détourné, si vous êtes coupable ou suspecté de blanchiment d'argent, vous êtes un criminel économique. Donc je n'invente pas, monsieur Zé, il ne faut pas qu'on vienne vous sanctionner. Parce que j'ai appelé des criminels. Donc si le président de la République a décidé que les criminels économiques, que lui-même il a désignés depuis 2008, vont encore lui faire ajouter des taxes, puisqu'il va signer il va promulguer cette loi-là. Et qu'il va confier davantage d'argent à ces gens-là dans un budget de fonctionnement et un budget d'investissement comme celui-là, ça veut dire que ce budget a une nature criminogène, c'est-à-dire qu'il est fait par des criminels qui ont décidé en fait d'augmenter en fait leur poche de dépenses et leur poche de détournement. Ça, c'est la première nature. La deuxième nature de ce budget, c'est une nature belligène. Le Cameroun aujourd'hui n'arrive pas à manger, puisque le RDPC disait non, le Cameroun est bien parce que tout le monde mange à sa faim, et il y a la paix, il y a ceci. La paix n'est pas une absence de guerre. Pour ceux qui ont fait un peu de sciences politiques, ils le savent. La paix n'est pas absolument une absence de guerre. Vous savez, celui qui ne mange pas au moins 2 ou 3 fois par jour, là, n'est pas en paix. Celui qui a des difficultés à envoyer son enfant à l'école parce que le salaire est insuffisant, parce que tout coûte cher, n'est pas en paix. Je peux citer des exemples et des exemples. Donc ce budget, cette loi de finances a une nature belligène. C'est-à-dire qu'elle va amener les Camerounais à se soulever. À se soulever contre l'autorité même du fisc. Je vous épargne déjà ce qui se fait avec les mototaximens. Regardez-les quand les gars de la mairie les arrêtent dans les petits corridors de Yaoundé, des bagarres à n'en plus finir et d'autres qui finissent sous les roues des véhicules. Vous comprenez? Imaginez donc avec une loi comme celle-là où les taxes vont augmenter pour un Camerounais qui n'arrive pas à voir exactement ce à quoi lui servent ses gouvernants. Parce que sur le plan même de la logique fiscale et même du droit économique, on dit il faut manager ou administrer un bon pater familias. C'est-à-dire un bon père de famille. C'est-à-dire un bon père de famille, c'est celui qui assure toujours des équilibres dans chaque décision qu'il prend pour la direction de sa famille. Vous comprenez? Alors, si nous venons dans la logique de l'impôt, est-ce que l'État, quand l'État décide d'augmenter un impôt,
les sociétés où l'État décide d'augmenter un impôt, ce sont des sociétés généralement où il donne aussi des possibilités de création de richesses. Est-ce que donc l'État camerounais a permis vraiment aux Camerounais de s'autosuffire, de créer suffisamment de richesses pour lui payer un impôt? Voilà les grandes questions. S'il n'y a donc pas ces différentes mesures-là, je ne vous rappelle rien, M. Jean-Jacques Zé. On devait créer les richesses. Il a parlé des différents plans. On a vu les grandes ambitions 2020, 2004, 2011. Après, on est entré dans les grandes réalisations 2011, 2018. Après, on est entré dans les grandes opportunités. Alors que ça a même été inversé parce qu'en fait, on devait commencer par les grandes ambitions. Les grandes ambitions, on a d'abord des ambitions, on identifie des opportunités et ensuite on réalise. Vous comprenez? Donc, vous voyez déjà qu'eux-mêmes, ils se mêlaient déjà les pinceaux. Mais venons dans le sujet. Usine de fabrication, de montage des tracteurs, qui devait permettre donc aux plus petits paysans de la brousse de pouvoir transformer son agriculture de rente en une agriculture de ce que vous savez, c'est-à-dire pouvoir permettre d'aller à l'importation. C'est bloqué. L'usine de quoi là? De transformation, s'il vous plaît. De transformation du manioc. Jusqu'à aujourd'hui, rien du tout. Donc, je vais citer des cas et des cas pour que vous compreniez en fait le blocage aujourd'hui. Et vous voulez donc dire que ces gens-là vont payer cet impôt comment? Donc, cette loi des finances est belligène. Elle est donc parricide, je sors par là. Parricide et régicide, pourquoi? Parce qu'en fait, les aînés, j'ai toujours l'habitude de le dire, ils ont compris, peut-être Paul Biya, peut-être penser qu'il serait toujours plus intelligent que ses collaborateurs ou ses créatures. Il va leur tendre les mêmes pièges chaque fois. On le disait tout à l'heure, et puis ils tomberont dessus, prendront le pot au miel et les foutront en prison, comme il a fait avec les Marafa, les autres. Mais il a oublié une chose, c'est que eux aussi, ils l'ont étudié pendant ces 43 années. Et ils savent déjà quel est le niveau de son intelligence. Et ils peuvent le prendre à contre-pied. Ils peuvent le prendre à contre-pied. Et ils sont d'ailleurs plus jeunes que lui. Donc ont des capacités parfois à utiliser des moyens et des outils auxquels lui n'est plus adapté. Conséquence, c'est quoi? Le peuple ayant été envoûté. Bon, je veux même aussi dire zombifié. Ce n'est pas seulement une affaire du RDPC. Il est donc question pour eux de mettre des mesures en place pour pouvoir réveiller ce peuple contre le président. Parce que imaginez-vous, une loi de finances comme celle-là. C'est un complot? Oui, imaginez-vous une loi de finances comme celle-là. Si le président va aux élections en 2025, vous pensez vraiment qu'il peut passer encore? Quelle que soit la magie que vous aurez à faire. D'accord, le troisième point, je vais donc dire que le peuple camerounais doit être conscient et se réveiller. Que nous ne sommes pas seulement nous de l'opposition ou nous de la jeunesse qui se réveillent et qui voudraient le changement. Eux aussi là-bas, ils veulent une sorte de changement, mais qui sera en fait une continuité entre eux. Et ils veulent donc utiliser le peuple à travers ces mesures impopulaires là qu'ils feront signer au vieux président pour pouvoir leur permettre de le renverser par notre force de jeunesse pour que eux, ils mettent quelqu'un d'entre eux au pouvoir et continuent à nous faire pendant 60 autres années ce qu'ils ont eu là. La caméra est sur Elimbi Lobet, sur ce budget qui a ses caractéristiques, moins d'argent pour l'investissement, plus d'argent pour la consommation. Moins d'argent pour les investissements signifie réduction de la capacité à créer les richesses. Ça reste un problème tel que Valère Bissala l'expliquait tout à l'heure. Il y a très longtemps que la caractéristique de notre pays, c'est que l'État finance son train de vie. Un peu princier. Un train de vie princier finalement. Et vous savez, je fais la collection des discours du président. C'est pour en faire un livre? Non, c'est pour prendre à témoin les flagorneurs. Ceux de son camp, parce qu'il n'a pas de flagorneurs dans l'opposition. Ceux qui flagornent sont dans son camp. Mais seulement, j'ai constaté que il ne parle pas des discours du président. Il vient dire des choses qu'il croit plaire au président. Et quand je vois le comportement du président, j'ai le sentiment que le président ne veut plus de tout ce monde. Maintenant, il part en voyage, il ne les veut pas. Il rentre, il refuse que tout ce monde vienne le voir. Il vit reclus, il ne tient plus de conseil de ministre, etc., etc. Il dit des choses sur la consommation, sur le train de vie de l'État. Il en a parlé avec répétition. Mais, vous savez, il est le principal initiateur des lois.
c'est lui qui envoie la loi de finances à l'Assemblée. Donc, on est bien obligé de considérer qu'elle correspond à ce qu'il veut. Oui. Il fait des discours qui appellent à la réduction du train de vie de l'État pour libérer les ressources pour équiper le pays. Mais il fait voter une loi de finances comme celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le président ne lit plus. Vous savez, la loi de finances, c'est un gros document comme ça. Comme il ne reçoit pas ses ministres, il ne reçoit pas le ministre des Finances, il ne reçoit pas le ministre de l'Économie, il ne reçoit pas le directeur du budget, il ne reçoit tout le personne. Il est fatigué, il a tout essayé avec 800 personnes. Donc, la loi de finances est préparée. Les arbitrages que le président devrait faire, il ne les fait plus parce qu'il est fatigué. À 92 ans, notre culture nous impose de garder soigneusement nos personnes âgées. Pas de les faire travailler. C'est seulement dans le RDPC que je découvre que la discipline, la mentalité, c'est qu'à 92 ans, on dit non, c'est toi qui dois nous faire la loi de finances. C'est toi qui dois contrôler si les marchés publics sont bien faits. C'est toi qui dois... À 92 ans, le président devait être en train de dormir. Et tout le pays devait s'assurer qu'il est en bonne santé, il termine ses jours doucement, s'il a besoin de voyager, qu'on s'occupe de ses voyages, parce que nous n'avons pas été capables de le faire pour son prédécesseur. Son prédécesseur est parti dans la déchéance. Il ne faut pas que la culture de la déchéance du président sortant s'installe dans le pays. Comme la culture de la longévité s'est installée, parce que c'est Aïdjo qui a amené la culture de la longévité, avec 25 ans. Maintenant, le président, bien qu'il a formé, a fait 42 ans. J'ai peur que si son fils, que c'était, parce que le petit, il arrive à préparer personne. Ben, si son fils arrive, son fils va vouloir faire 60 ans. Ou même si quelqu'un d'autre dans cette école-là arrive, il va vouloir faire 60 ans. Donc la loi de finances est à l'image d'un pays où le chef de l'État ne dirige plus. Il ne gouverne plus. Le président est fatigué. Il est tellement fatigué que, vous voyez, on fait des supputations, on dit qu'il va nommer à 11 mois de l'élection. Et on continue à faire des supputations qui va nommer des gens. Dans un pays normal, un président normal, il ne nomme personne à 11 mois des élections. C'est pour faire quoi? Parce que les gouverneurs, si on nomme déjà à 11 mois des élections, ils vont commencer à lire tout ce que les ministres passés ont fait, que le temps est terminé, on est aux élections. On est aux élections. Donc, c'est clair. Ce que cela nous montre, c'est que... Oui, pour chuter. Oui, pour moi, cette loi de finances là, premièrement, c'est Simon. Notre ami, c'est Simon, n'est-ce pas? On leur apprend, il y a un narratif que je les entends répéter tous, à Douala, là, comme lui, etc. Le président a géré le fonds Covid. Il a géré avec une maestra. Dire aux gens qu'aller travailler, si vous risquez de tomber malade, ça vous regarde. C'est une intelligence particulière. Il a créé en 40 ans des universités partout, etc. La seule question que je pose, c'est que pour faire toutes ces choses-là, il faut 40 ans. Le roi du Maroc, merci pour la question. Le roi actuel du Maroc, maintenant, qui est un enfant, est en train de construire le métro. D'accord. Et je termine. Oui, terminé. Terminé cette fois-ci. Je suis allé à l'aéroport de Douala, que le président Aïdjo a construit avant-hier, pour prendre mon fils qui venait de... Oui, qu'est-ce que vous avez constaté? Premièrement, les gens qui viennent prendre leurs passagers attendent dehors. Deuxièmement, à l'intérieur, je me suis approché de là où il y avait l'escalator. Oui. Les toilettes, l'odeur qui sort de là m'a permis de me souvenir que le président du GICAM a rappelé quand même
Il y a des choses à faire du côté des aéroports et attirer l'attention des ADC. Un problème sur les investisseurs dans il faut faire caractère au pouvoir pour arriver à ça. Pour nous présenter une loi de finances qui consacre la consommation. Blériot, la loi de finances consacre la consommation, mais également une taxation assez problématique, telle que l'a dit Valère Bessala tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas une loi finalement en contradiction avec les orientations données par le chef de l'État? En janvier dernier, il écrivait au secrétaire général du Premier ministre pour rappeler aux ministres et autres qu'il a demandé qu'on réduise le train de vie de l'État, réduction des voyages à l'étranger, la consommation, achat des véhicules et consorts. Donc cela compte quand même que la loi des finances porte un peu plus à un niveau élevé les frais consacrés justement à ces dépenses de consommation. Alors, vous faites quand même du président Paul Biya un personnage très ambigu. Il ne peut pas demander aux gens de faire quelque chose et tenter de les priver des moyens de bien faire cette chose. Je crois que les ministres font bien de contraindre Paul Biya à faire ce qui est bien pour que eux ils réussissent à faire ce qu'il leur demande de faire. Biya leur demande de le maintenir au pouvoir. C'est ça qui est important? Oui, et c'est eux les opérationnels. Ce n'est pas lui. Il leur a dit maintenez-moi au pouvoir. Et pour le maintenir au pouvoir en 2025, il faut accroître la consommation. Ils ont besoin de moyens pour le maintenir au pouvoir. Il ne peut donc pas dans le même temps leur demander de faire autre chose que ce qui leur permet de le maintenir au pouvoir. C'est pour cela que la consommation va s'accroître. Mais j'ai découvert... Mais à vous, écoutons l'impression que la vision, l'objectif du président, c'est rester au pouvoir et rien d'autre. J'ai écrit un ouvrage. Je n'ai pas il va s'appeler comment? Malgré mon courage, je n'ai pas l'audace de le sortir du vivant de Paul Biya, si je suis vivant après lui. Durer pour durer. Alors, il est très important... Durer pour durer. Oui. J'ai remarqué autre chose. Je ne savais pas que l'école des cadres du RDPC fonctionnait comme l'école des cadres du MRC. Quand vous écoutez ces jeunes-là, qui ont fait de belles études, parce que quand vous l'écoutez, il a fait de belles études, mais qui est le professeur dans ces écoles de cadres? Où on prend des intelligences, on vous dit de manière stéréotypée d'aller réciter les mêmes choses. Est-ce que c'est bon? Vous êtes devenus des sectes? Pourquoi on vous fait ça? C'est-à-dire, on vous met dans un truc, on dit, bon, chacun d'entre vous, quand vous allez... Il y a une dame du RDPC qui était ici il y a 2 semaines ou 3, qui nous a dit qu'en 82, il y avait 532 milliards. Mais attendez, le problème, tu connais Elimbelo me permet. Sauf que ceux qui vous enseignent, ça sont des... Non, on n'enseigne pas, c'est des faits. Je peux parler, non? Oui, ceux qui vous mettent dans cette école, ils ne sont pas très intelligents parce qu'ils vous coincent. Ils vous disent des choses. Est-ce qu'ils mettent en relief le taux d'inflation? Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'ils essaient de vous expliquer qu'en 82, un maître d'école primaire gagnait 90 000 avec ce que ça implique, et qu'aujourd'hui, un maître d'école primaire gagne 160 000. Ils vous disent ça, c'est-à-dire ils ne vous racontent pas seulement une affaire de 533. Vous voulez démontrer quoi? Je veux démontrer que vous dites une incongruité. Non, c'est faux. En 80, le budget permet... Le budget, c'est une prévision. On dit que vous avez une entreprise qui, 40 ans avant, vous produisait 524 milliards de francs CFA. Qui, 40 ans plus tard, vous produit 7 milliards. Je ne veux même pas parler de cette affaire parce que l'État du Cameroun, avec le RDPC, ne fait rien pour augmenter le budget du Cameroun. Rien du tout. Si ce n'est siphonner les entreprises, vous ne faites rien. Qu'est-ce que vous apportez au budget du Cameroun? Qu'est-ce que le RDPC fait? Oui, qu'est-ce qu'il fait? Qui fait en sorte? Vous donnez 30 secondes. Oui, qu'est-ce que vous faites? Très bien. Prenez une minute. Qu'est-ce que vous faites? En dehors, par exemple, d'une taxation élevée. Oui. Merci. Oui, qu'est-ce que vous faites? Premièrement, quand vous... Laissez premièrement, qu'est-ce que vous faites? Allons-y. Alors, quand vous dites faites, le plan de gouvernance du RDPC, c'est lequel? Privilégier le privé. Qu'est-ce que vous faites pour augmenter le budget du Cameroun? Bon Dieu, oui, le budget a augmenté comment? Le budget a augmenté parce que justement, en 82, vous avez 200 sociétés publiques
qui n'avait pas pour vocation de faire des bénéfices, donc de créer des richesses, mais qui avait plutôt d'autres objectifs. Et on a renversé cela en créant 209 000 sociétés privées qui contribuent à hauteur de 60% du budget de l'État. Et vous dites que le RDPC n'a rien fait. Bon, c'est de la Jean-Jacques, vous avez les téléspectateurs et vous-même avez dit que monsieur Messengue, qu'est-ce qui dans votre corps depuis votre naissance n'a pas augmenté? Qu'est-ce qui n'a pas augmenté dans votre... Nous sortons du débat. Tout à fait naturellement. Il faut qu'on se comprenne. Non, ce que c'est ça. Il y a des choses, la population a augmenté, n'est-ce pas? Naturellement. Bon, le RDPC ne sait même pas à combien nous sommes aujourd'hui, puisqu'il n'a pas fait de recensement. La question est selon les chiffres de l'INS, le Cameroun a 29 millions d'habitants. Le recensement de l'INS qui n'a pas fait un recensement. Le recensement a été fait. Le mécanisme de comptage de la population. On fait une projection. On est à 29 millions. Vous donnez le recensement 2005. Non, je veux savoir le dernier recensement du Cameroun. La question est celle de la nature. Je suis orienté à la consommation. Quelqu'un l'a dit avant moi. Notre budget a été toujours orienté à la consommation. Et je vais même vous dire pire. Il a relevé la contradiction. Non, je vais même vous dire pire. Tellement il est orienté à la consommation que les gens n'arrivent même pas à consommer ce qu'on leur demande de consommer. Quand ils sont dépassés, allez les voir dans leur ministère. À partir du mois de juillet, octobre, allez les voir. Allez voir, le terme peut-être serait grossier, mais allez voir ces bandits à col blanc. Il faut enlever col blanc. Bon, allez les voir. On multiplie les séminaires, les conférences, on commence à booster la consommation. Et les gens commencent à dire consommons rapidement parce que l'arrêt des engagements. Voilà un pays sérieux qui dit que nous n'avons pas pu investir parce que nous n'avons rien prévu pour investir. On nous a dit de consommer. Nous avons été incapables de créer des poches de consommation. Mis à part les poches qu'on connaît, à la dernière minute, ramassons tout ce qu'il y a là. Pour essayer de dépasser très rapidement. Willy, pour dire un mot sur ce budget-là, tel qu'il est présenté aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup les éléments relatifs à la création des richesses. Absolument. Lorsque vous parcourez le document stratégique pour le développement et la croissance, c'est-à-dire le SND 30, il a été fixé que pour transformer structurellement notre économie, il faut mettre le budget d'investissement public au moins à 40% de la loi des finances. Il faut au moins 40% de cette enveloppe, au moins le plancher, pour qu'on atteigne à une croissance de moins 5%. Vous comprenez? Qui aujourd'hui est à 3,5, et ainsi de suite. Mais les gens s'arrangent à ce que, quand on fait des prévisions de recettes et de dépenses de l'État, on affecte une part très inférieure à l'investissement public qui doit doper la transformation structurelle de l'économie et il y a un impact direct sur le social. Par exemple, 33% alloués aux investissements est très inférieur par rapport à un pays qui doit se développer, qui doit décoller. Un pays dont les indicateurs économiques, comme vous l'avez dit ici, baignent au rouge. La balance commerciale est déficitaire depuis qu'Ayidjo est parti. Elle est déficitaire depuis qu'Ayidjo est parti. Elle est toujours négative. Pourquoi? Parce que on importe plus qu'on exporte. Ça, il y a un problème. Et quand bien il faut entrer en détail, les 30 ou 33% qu'on alloue à l'investissement, il y a un problème. Vous avez suivi le rapport de la Chambre des comptes dernièrement sur la loi de règlement. Qui dit que le gouvernement n'arrive pas à apporter les pièces justificatives sur les dépenses dont l'enveloppe mobilisée à l'investissement. Et que même les 30% qu'on alloue à l'investissement ne sont pas exécutés. On dit, on prend cet argent, on met ailleurs. Et quand la loi de finances va en discuter au terme de la loi de règlement, on ne justifie rien. On vous dit, taisez-vous. On dit parlementaire, taisez-vous. Là, c'est un crime dans le crime. Et à côté, il faut aller juger maintenant la nature des recettes. D'où vient cet argent? Valère Bessala vous l'a dit tout à l'heure. Et c'est le débat actuel. Une fiscalité oppressive. Une fiscalité d'étranglement. Il faut rappeler la peau du petit citoyen pour rembourser les caisses de l'État. Pour un argent qui va se retrouver dans les poches de ceux qui dirigent ce pays.
Vous avez la taxe sur la tête de coq. Écoutez-moi ça. La taxe sur la tête de coq. L'impôt sur le revenu des personnes physiques, on vous met catégorie non professionnelle. Avec un non professionnel, mais tu dois déclarer un impôt de revenu. Mais c'est une aberration. On voit les étudiants s'aligner pour payer cet impôt. Parce qu'on a tout conditionné à cet impôt pour l'an prochain, pour le document officiel. Tout est donc assis finalement sur les impôts, Simon. Là, je dis une fiscalité oppressive. Tout est assis sur les impôts. L'État, sa principale source de revenus, ça devient les impôts. Et lorsque vous voyez un système financier dans les impôts, ça veut dire qu'il a échoué dans la production. Il a échoué dans la production. Il a échoué dans la production. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, M. Limile a essayé d'évoquer l'histoire, la transition entre les œuvres de M. Ahidjo et celles de M. Lia. D'accord, vous comprenez que la future de l'économie, non, ce serait besoin parce que je ne perds la parole. Ça c'est ma première fois la parole sur la question. Tu as permis de chuter. On dit que l'économie a été déstructurée par le pouvoir en place. Au point où aujourd'hui, toutes les dettes contractées, le trésor public, il est asséché. Il y a un problème, il faut rembourser la dette. Il faut la rembourser par une fiscalité d'oppression. Et malheureusement, quand il faut booster l'investissement, on ne booste pas. On renforce le fonctionnement. Le fonctionnement d'un gouvernement obèse 65 ministères. 65 ministères, la France s'offre dans le 22-23, qui est une superpuissance internationale. L'Allemagne n'atteint pas 30. Qui est la première puissance économique européenne. Nous sommes à 65 ministères. On vous affecte 70% du fonctionnement. Les BIS, les ceci, mais cela, mais je dis, ça fait que les priorités du budget ne sont pas les priorités de nature à booster l'économie pour qu'il y ait un impact social, mais les priorités à entretenir une élite qui maintient quelqu'un au pouvoir parce qu'il y a une monnaie d'échange. Mangez mieux, maintenez-moi pour garantir la longévité. Aujourd'hui, je prends un exemple. Moi, j'étais à Doumétan dernièrement. J'en évoque parce que vous êtes de là. Regardez le départemental numéro 29. Quand on était Doumétan pour Doumé, mais c'est difficile. Oh, c'est une route qui doit être entretenue par le fonds routier opérationnel. Les travaux ont commencé par le conseil régional. Ça veut dire quand je me dis, c'est pour l'ensemble des agences qu'on pense ce programme. Ça veut dire que l'investissement devait être boosté, pas mis à 33%. Et il n'est même pas exécuté quand on est à 33%. C'est pour dire qu'il faut, nous disons Camerounais, ça c'est la carte d'électeur. Ça s'appelle la carte d'électeur. Dès janvier, rentrez vous inscrire une fois de plus. Parce que l'ordre actuel doit être neutralisé à tous les moyens. Il ne faut pas les cartes étaient proposées là. Il faut déconstruire l'ordre actuel. Il n'a plus droit de citer après 2025. D'accord, Simon, c'est quand même... lorsqu'on en parle, le petit peuple qui nous regarde sait que désormais, vous comptez sur lui et absolument sur lui. Vraiment, vous voulez vider ses poches. Vous me faites plaisir en me donnant la parole parce que ce qui a été dit ici, vraiment, le peuple, c'est pas vrai du tout. Le peuple ne doit pas retenir ça. Oui, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il doit retenir? C'est pas vrai. Premièrement, il faut noter que la pression fiscale au Cameroun est en deçà de celle de l'Afrique. Elle est la moyenne de l'Afrique, elle est de 13,6%. Aucun pays d'Afrique centrale n'a une pression fiscale en deçà de celle-là. Je prends par exemple le cas de l'Afrique centrale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pression fiscale au Cameroun. Ça sont des faits, ce n'est pas des... Deuxièmement, dans aucun pays au monde, l'investissement n'est au-dessus de la consommation. C'est le ratio 60-40. Et c'est pour cela que la SND 30 a fixé le ratio, un ratio que le président Biya n'a peut-être pas lu. Lorsqu'en janvier, il écrit encore au gouvernement pour dire que je vous ai dit arrêtez ces dépenses qui ne servent à rien. Et justement, pour très bien comprendre que le président a été très bien suivi. Nous sommes en 2024. Le budget d'investissement c'est-à-dire que celui qui sort du budget d'investissement, comme je le dis, est de 20%. Oui. Il est de 20%. Maintenant, il est passé à 33%. Il passe à 33%. Ça veut dire qu'on a réduit la consommation de 13%. Et on a augmenté l'investissement de 13%. Bravo. Maintenant, quand vous regardez totalement le budget qui est alloué à l'investissement, il est de plus de 60-70%.
Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous voyez... mais les chiffres... Non, en 2020, non, je dis ceci. C'est y compris les dettes, c'est ça? Y compris le crédit. Les dettes. Oui, ça veut dire que ce n'est pas seulement ce budget qui est alloué pour booster l'investissement. C'est-à-dire qu'il y a à cela on va aller s'endetter. Vous ne pensez pas organiser vous-même. Vous avez 1600 milliards de plus, ça veut dire que c'est pratiquement également 30%. Oui. Donc vous vous retrouvez avec un investissement de 60%. Aux 1800 milliards prévus dans la loi des finances, vous allez chercher 1600 milliards de dettes. Et donc justement, quand j'entends des gens dire on ne booste pas la production, tu es étonné. Les impôts reflètent le dynamisme de la production. Qui paye les impôts? Les non-professionnels. Les impôts sont payés majoritairement par les entreprises. Il y a les non-professionnels qui en paient. Écoutez, non, c'est vous qui devez écouter. Je comprends en réalité, monsieur non-professionnels payés. Monsieur, comment est-ce qu'on est non-professionnel? Monsieur, je ne veux pas le bavardage. C'est pas le bavardage. Nous lisons l'architecture et c'est clair. Je dis l'IRPP. Écoutez, la catégorie non-professionnelle. Bon Dieu, que Simon veut dire, l'architecture budgétaire du Cameroun, l'architecture budgétaire du Cameroun met en premier lieu les impôts. Oui. 2883 milliards. La douane, plus de 1200 milliards. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand vous regardez l'architecture d'un budget, vous comprenez très bien le dynamisme de cette économie. Je vous parle de ce fait. C'est du dynamisme. Bien sûr, l'importation, l'exportation. Mais c'est du dynamisme du les étudiants perdent, les indices, les chemins. On est d'accord avec toi. On est d'accord. Les indices du dynamisme d'une économie se reflètent à quel niveau? Au niveau de ses frontières. L'import, sa capacité à produire. On est d'accord là-dessus. Les éléments qui se lisent, c'est la capacité à produire. Donc c'est la capacité à créer des richesses. Justement, comment vous percevez ça comment? Quand quelqu'un produit, il vend, non? Oui. Ça veut dire qu'il va exporter. Non, mais c'est pas la on sent l'exportation. C'est la consommation. Maintenant, on dit, il y a une figure ici qu'on appelle la métonymie. Désigner le contenu pour le contenant. Je suis en train de dire ceci. Si on veut connaître qu'une économie est dynamique, on regarde sa douane, on regarde ceux-là qui financent cette économie. Et au Cameroun, c'est le privé qui finance l'économie. Donc, ce sont les entreprises petites, moyennes et grandes entreprises. Je parle de 209 000 qui contribuent dans le fisc. Et donc, de ce fait, la production, elle est là. Vous la voyez là. La production est là. Vous la voyez là. Elle est là. Je vois à quel niveau. Qu'est-ce qu'on produit? Je prends un cas de figure. Qu'est-ce qu'on produit? La banane plantaire. Le Cameroun est le premier producteur mondial de banane plantaire. Mondial. Oui, mondial. Oui, je suis infotif, je vous le dis. Premier producteur mondial de banane plantaire. Alors, troisième producteur mondial de cacao. Quel est le tonnage? Le tonnage, vous êtes maintenant au niveau du tonnage. Je savais pas. Par rapport à qui? Et donc, de ce fait, il ne faut pas que les hommes politiques qui sont en période de campagne électorale, parce qu'ils ont ouvert la campagne électorale, découragent le dynamisme économique du Cameroun. Le gouvernement camerounais est un gouvernement qui, et déjà le président l'a dit, si vous n'avez pas le 31 décembre dernier, il disait, quand il parlait des mesures à prendre lors de l'augmentation du cahier, il disait que ne pas impacter substantiellement le pouvoir d'achat des Camerounais. Et donc, on est d'accord là-dessus. Simon, sur l'aspect de la production, vous savez quand même que le chef de l'État a observé qu'on vit essentiellement des importations et qu'on a un problème. On a un problème. C'est pour cela que l'import-export, l'import-substitution est mis en branle. Je vous rappelle qu'en ce moment, on a préparé près de 35 millions de semences de riz fluvial pour permettre aux jeunes du septentrion de pouvoir augmenter la production de riz. Donc, il y a un mécanisme qui s'est mis en place et ce mécanisme va continuer
tout en sachant que le gouvernement continue à bien encadrer les choses, de sorte que le pouvoir d'achat des Camerounais soit pas impacté. Et je voudrais qu'en sortant du programme, hein, on puisse avoir tous le temps d'aller vérifier pour ce qui est la production de la banane plantain. Peut-être que le Cameroun est déjà numéro 1. On peut faire la recherche rapidement. Même là, vous avez la possibilité d'en faire. Les 3 pays prépondérants, l'Équateur, Costa Rica et la Colombie, ainsi de suite. On connaît dans quel domaine le Cameroun peut puisque je dois répondre à vous de droit là. Rapidement. En tout, de tout. Oui, de tout même. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que je veux prévenir tous ceux qui nous écoutent pour leur dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les propagandistes à qui on a donné un narratif et surtout une technique qui consiste... Tu peux me laisser parler. C'était écouté. Le narratif. C'est vraiment désagréable que quand tu dis tes choses, on t'écoute. Et lui, allons-y, on n'a plus de temps. Je termine sur cette question en disant que nous devons nous attendre de plus en plus avec des discours aériens où on vous dit le Cameroun est le premier producteur de banane. Il n'a aucun chiffre, il n'a aucune source, il n'a aucun document devant lui. Il a un petit agenda où il a noté ce genre de choses. C'est bon. Mais moi, je veux lui lire ici. Il a la Bible, une copie de discours. Oui, moi, je veux le Cameroun. Je garde les copies de son père, qui est aussi mon père. Hein. Oui. Sauf que moi, je dis qu'il dit des choses et eux, ils entendent autre chose. Oui, il a dit quoi? Le président, ça c'est pour partir. En 2013, il dit, il semble en effet que nos efforts, aussi louables soient-ils, ne suffiront pas à leur rythme actuel pour que le Cameroun devienne un pays émergent en 2035. Et le président dit, mais d'où vient-il donc que l'action de l'État dans certains secteurs de notre économie paraissent manquer de cohérence, de lisibilité? Pourquoi dans bien de cas, les délais de prise de décision constituent-ils encore des boulots d'étranglement dans la mise en œuvre des projets? Comment expliquer qu'aucune région de notre territoire ne puisse afficher un taux d'exécution du budget d'investissement public supérieur à 50%? C'est ça. Le président a parlé, je crois qu'après le président... Le président parle, toi tu n'entends pas. Le président a parlé, c'est bon. Et je pense que quand le président parle, on n'ajoute plus rien. Monsieur, on vous dit merci d'être venu sur ce plateau. Vous retrouverez naturellement les programmes d'Info TV. On sera là demain, lundi, entre 17 et 19h, dans le cadre de le Grand Soir. On essaiera de poursuivre certains débats de ce côté. Merci pour votre présence. Merci à l'équipe technique et merci à tous les téléspectateurs. Nombreux, tous vos messages sont là. Ils seront naturellement exploités et partagés. Passez de magnifiques moments sur Info TV.